J'ai été choquée à la cérémonie de mariage de ma meilleure amie. Il s'est avéré que l'homme qui prononçait ces vœux était mon ex qui m'avait abandonnée alors que j'étais enceinte de ma fille, alors j'ai pris le micro. L'arôme rôtissant de l'ail et des oignons sautés, mélangé à l'odeur riche du poulet rôti, remplissait chaque recoin de notre petit appartement en ville. Ce matin-là, comme des centaines de matins auparavant, il avait commencé avec une énergie joyeuse et animée. Mes mains se déplaçaient habilement sur la planche à découper, hachant les légumes sur un rythme que j'avais mémorisé par cœur. Dans le coin de notre cuisine douillette, Léa, ma seule fille, qui venait d'avoir 5 ans, était assise à sa petite table. Elle ne jouait pas avec des poupées et ne regardait pas les dessins animés du matin. Avec une profonde concentration, les crayons dans ses petites mains dansaient sur une feuille de papier, esquissant quelque chose qu'elle appelait fièrement sa recette secrète de cupcake arc-en-ciel, juste pour moi. C'était notre monde. Un petit univers que j'avais minutieusement construit. Fondé sur un amour absolu et les odeurs réconfortantes de la cuisine maison. Il y a 5 ans, moi, Sophie, je suis arrivée dans cette ville avec rien d'autre qu'un cœur brisé et une nouvelle vie qui fleurissait dans mon ventre. J'ai utilisé l'indemnité de départ de mon ancien poste en entreprise pour louer cet appartement sans ascenseur exigu et acheter l'équipement de cuisine professionnelle le plus basique. De là, j'ai lancé La Cuisine de Sophie, un service de traiteur à domicile. Au début, c'était uniquement du bouche à oreille, fournissant des déjeuners préparés à mes voisins et aux professionnels occupés de l'immeuble. Lentement mais sûrement, grâce à une persévérance acharnée et aux recettes ancestrales de ma grand-mère, l'entreprise a prospéré. Aujourd'hui, j'employais 2 assistantes à temps partiel et j'avais un emploi du temps entièrement réservé pour des événements d'entreprises locaux et des réceptions privées. Nous n'étions pas immensément riches, mais nous avions plus qu'assez. Nous étions heureuses. C'était un bonheur simple et tangible, aussi chaleureux et réel qu'une fournée de biscuits fraîchement sortis du four. Alors que je mélangeais la pâte pour une commande de pâtisserie de l'après-midi, la sonnette de l'appartement retentit. J'essuyai mes mains sur mon tablier et me dirigeai vers la porte. Le facteur m'offrit un sourire amical en me tendant une pile de courrier. Habituellement, ce n'étaient que des factures d'eau ou d'électricité et quelques dépliants de supermarché brillants. Mais aujourd'hui, glissée entre les enveloppes banales, se trouvait une épaisse enveloppe couleur crème qui était entièrement différente. Elle était lourde, faite d'un carton de qualité supérieure, et mon nom était embossé sur le devant en une superbe calligraphie dorée. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur, mais le timbre postal indiquait qu'elle venait de ma ville natale sur la côte, la même ville que j'avais fui il y a 5 ans. En portant la pile à l'intérieur, une pointe de curiosité commença à me taquiner l'esprit. Léa, apercevant la belle enveloppe, courut immédiatement. Du courrier pour maman. C'est tellement joli, s'exclama-t-elle. Je souris, brossant ses cheveux doux de ses yeux, et rompis délicatement le seau de cire, qui portait les élégantes initiales C et A. À l'intérieur se trouvait une invitation de mariage, plus somptueuse que tout ce que j'avais jamais tenu de ma vie. Le papier était épais avec des bords dorés. Le cœur battant soudainement sans raison apparente, je lus les noms imprimés à l'intérieur, sont ravis de vous inviter à célébrer le mariage de Camille et Antoine. Le nom Antoine me fit geler, comme l'écho d'une pièce qui avait été scellée pendant des années. Bien sûr, ce n'est pas mon Antoine, pensai-je rapidement. Antoine est un nom assez courant. De plus, l'Antoine que je connaissais ne pourrait jamais se permettre d'organiser un mariage aussi opulent. Mais le nom au-dessus, Camille, ramena violemment à la surface tous les souvenirs que j'avais enfouis au plus profond de mon âme. Camille, ma meilleure amie, mon âme sœur pendant 4 ans d'université. Mon esprit s'envola instantanément vers ces jours. Camille et moi étions inséparables. Nous partagions une chambre universitaire exiguë, nous partagions le dernier paquet de nouilles instantanées à la fin du mois, nous rions jusqu'à en avoir mal au ventre et nous pleurions l'une sur l'épaule de l'autre. Nous partagions le même rêve, ouvrir une petite boulangerie café après l'obtention de notre diplôme. Camille avait toujours été la plus audacieuse, la plus ambitieuse. C'est elle qui m'avait poussé à participer au concours culinaire universitaire, ce qui m'avait finalement donné un semblant de confiance en moi. Je me souvenais d'elle comme d'une figure vibrante, farouchement déterminée.
Bien que, si j'étais honnête, il y avait toujours chez elle un côté très compétitif qui me faisait parfois me sentir petite. Un côté d'elle que j'avais toujours choisi d'ignorer parce que je l'aimais comme une sœur. Alors pourquoi avions-nous perdu contact? Mes pensées s'embrouillèrent alors que j'essayais de recoller les morceaux. L'obtention du diplôme fut le tournant. J'ai trouvé un poste administratif mal payé juste pour joindre les deux bouts. Puis j'ai rencontré Antoine. Je suis tombée si profondément amoureuse. Nous avons commencé une vie ensemble, une vie définie par les difficultés financières. Et puis je suis tombée enceinte. C'est là que mon monde entier s'est effondré. Antoine m'a quittée quand j'étais le plus vulnérable. Au milieu de ce chagrin chaotique, j'ai ressenti une profonde honte. Honte de moi-même, honte de mon destin. Je ne pouvais supporter de faire face au regard pitoyable de qui que ce soit, surtout de Camille. Alors, j'ai fui. J'ai déménagé dans cette ville, changé de numéro de téléphone et coupé les ponts avec tout le monde de mon passé. Je voulais juste commencer un tout nouveau chapitre avec mon enfant à naître. Maintenant, cette invitation reposait dans mes mains, un pont vers un passé que j'avais fermement barricadé. Une partie de moi hésitait. Retourner dans cette ville signifiait rouvrir de vieilles blessures. Cela signifiait marcher dans des rues qui contenaient 1 million de souvenirs amers. Pourtant, une autre partie de moi manquait sincèrement à Camille. Je voulais qu'elle me voie maintenant. Je n'étais plus la pauvre Sophie abandonnée. J'étais une mère. J'étais une entrepreneure à succès. J'avais réussi. J'avais survécu. Maman, on va à la fête? Léa veut mettre une robe rose, se plaignit-elle doucement, tirant sur l'ourlet de ma chemise. Sa douce voix me ramena à la réalité. Je baissai les yeux sur son visage innocent et plein d'espoir. Peut-être était-il temps. Peut-être que ce serait bon pour Léa de voir d'où venait sa mère. Peut-être était-il enfin temps pour moi de faire la paix avec mon passé pour le bien de notre avenir. Alors que j'allais glisser l'invitation dans son enveloppe, un petit bout de papier flotta jusqu'au sol. C'était une note manuscrite, écrite de la main distinctive, légèrement penchée et artistique de Camille. Je la ramassai et lus, « S'il te plaît, viens. J'ai une énorme surprise pour toi. Tu dois absolument voir ça. » Un léger sourire effleura mes lèvres. Une surprise? J'imaginais que Camille avait prévu quelque chose de spécial. Peut-être une mini-réunion avec nos vieilles amies d'université, glissée dans les festivités du mariage. Les mots me semblèrent chaleureux, comme une étreinte d'une vieille amie. Mes doutes s'évanouirent instantanément. La décision était prise. Nous allions y aller. Je pris mon ordinateur portable et ouvris le site de réservation de billets de train pour réserver nos billets. Alors que je sélectionnais notre heure de départ, mon esprit s'emballait déjà, décidant quelle robe j'allais porter, et bien sûr, cherchant la plus belle robe rose bouffante que je pouvais trouver pour ma petite princesse. J'ai ressenti un soupçon de chaleur et d'excitation sincère, une anticipation d'une belle réunion. J'étais complètement inconsciente du fait que je m'apprêtais à monter sur la scène de la trahison la plus cruelle et la plus calculée imaginable. Le cliquetis rythmique des roues du train contre les rails a servi de bande sonore à notre voyage. Nous avions des sièges côté fenêtre, et Léa pressait son visage contre la vitre, ses yeux pétillants d'admiration tandis que les champs verts et les quartiers résidentiels défilaient. L'air frais de la ventilation apportait un sentiment d'aventure amusante pour ma fille. Pour moi, cependant, cela ressemblait au souffle froid du passé. Chaque kilomètre que nous parcourions me donnait l'impression d'être attiré plus près d'un aimant géant que j'avais longtemps essayé d'éviter. « Maman, raconte-moi encore l'histoire de tante Camille », supplia Léa, détournant enfin les yeux de la fenêtre. Sa question était comme une clé tournant la serrure d'un vieux coffre poussiéreux de souvenirs. Je souris et commençai à broder l'histoire. Je dépeignais Camille comme une héroïne dans mes récits. Je racontais à Léa comment tante Camille me défendait toujours si quelqu'un me donnait du fil à retordre. Comment elle m'avait apporté de la soupe au poulet et aux nouilles quand j'étais malade dans notre chambre universitaire et comment nous avions une fois bêtement veillé toute la nuit sur le toit du bâtiment des lettres pour regarder une pluie de météores. J'ai partagé toutes les bonnes choses, les rires et la joie.
J'ai délibérément choisi les fragments les plus brillants et les plus étincelants de mes souvenirs, les assemblant en une mosaïque parfaite d'amitié pour les petites oreilles de ma fille. Je voulais que Léa sache qu'avant que notre monde ne se compose que de nous deux, sa mère avait eu une meilleure amie qui comptait tout pour elle. Mais plus je fouillais dans ses souvenirs universitaires, plus il devenait difficile d'éviter l'ombre d'une autre figure, une figure dont je n'avais jamais prononcé le nom en présence de Léa, Antoine, son père biologique. Même en racontant l'histoire d'un festival de musique indépendante sur le campus où Camille et moi avions fait du bénévolat, ma mémoire rejouait automatiquement la scène de ma première rencontre avec Antoine dans les coulisses. Il était le guitariste principal d'un groupe indépendant local qui jouait ce soir-là. Je me souvenais vivement de ses yeux calmes et mélancoliques, de son sourire légèrement maladroit et de ses doigts dansant si habilement sur les cordes de la guitare. Cette nuit-là, au milieu des acclamations retentissantes de la foule, il a chanté une chanson en me regardant directement, et je suis tombée amoureuse. Je me souvenais de notre premier rendez-vous. Nous étions fauchés, alors nous avons juste acheté 2 hot-dogs bon marché à un vendeur ambulant et nous nous sommes assis sur un banc dans le parc municipal jusqu'à tard dans la nuit. Nous avons parlé de tout, de son rêve de devenir un musicien célèbre, de mon rêve de posséder un café. À l'époque, tout semblait possible. Son amour me donnait l'impression d'avoir le carburant nécessaire pour croire que je pouvais conquérir le monde. Nous étions 2 enfants rêvant d'un avenir radieux malgré les dures réalités de la vie. Mais la machine à remonter le temps dans ma tête n'arrêtait pas de tourner de manière incontrôlable, me traînant vers des moments plus sombres. Après l'obtention du diplôme, nous avons loué un petit appartement délabré et avons commencé à ressentir le poids écrasant de la réalité. Antoine avait du mal à trouver un emploi stable. Il acceptait des petits boulots, mais son esprit s'éteignait lentement. La musique qui était autrefois son sanctuaire est devenue la source de sa frustration amère. La guitare qu'il jouait pour moi était maintenant souvent laissée à prendre la poussière dans le coin de la chambre. Son optimisme était érodé par les rejets constants et une pile de factures impayées. Ses plaintes sont devenues la musique de fond quotidienne de nos vies. Si seulement nous avions plus d'argent ou la vie n'est pas juste sont devenues les phrases que j'entendais le plus souvent. Des petites disputes éclataient fréquemment, généralement déclenchées par des choses triviales. Mais la cause profonde était toujours le désespoir de la pauvreté. Puis vint la nuit qui changea absolument tout. Une nuit qui semblait si glaciale, même au milieu de l'été. Je m'en souvenais parfaitement. Je venais de rentrer de la clinique après avoir confirmé les soupçons que j'avais depuis quelques semaines. Avec des mains tremblantes et un cœur battant d'espoir, je lui ai montré le test de grossesse positif. J'imaginais qu'il serait choqué, mais qu'il me serrerait ensuite dans ses bras, et que la promesse de notre enfant à naître deviendrait la nouvelle motivation dont nous avions tous les deux désespérément besoin. Mais la réaction que j'ai reçue était à des années-lumière de mon imagination. Son visage ne montrait aucune joie. Tout ce que je voyais était une panique pure et non frelatée. C'était comme si je venais de lui remettre une convocation à comparaître devant le tribunal. Enceinte ? Sa voix était à peine un murmure. Maintenant, Sophie, à un moment pareil. Cette nuit-là, nos disputes atteignirent un point de rupture. Sa voix habituellement douce devint tranchante, coupante et cruelle, il m'accusa d'être négligente, de le piéger dans une vie déjà trop difficile. Il cria qu'un enfant serait un ancre massive qui nous noierait tous les deux, détruisant ce qui restait de ses rêves. Je ne pouvais que pleurer en silence absolu, serrant mes bras autour de mon ventre encore plat, comme pour protéger mon bébé des maux vicieux de son propre père. Le point culminant arriva lorsqu'il prononça la sentence de mort de notre relation, peut-être que nous ne sommes tout simplement pas faits pour être ensemble. Je vais trouver ma propre voie dans la vie, et tu devrais trouver la tienne. Il fourra ensuite rudement quelques vêtements dans son sac de voyage usé. Sans même un regard en arrière, il ouvrit la porte et sortit, englouti par l'obscurité de la nuit, me laissant complètement seul avec mes sanglots violents, mes rêves brisés et une nouvelle vie fragile palpitant doucement en moi. Maman pleure. La petite main chaude et douce de Léa sur ma joue me tira de l'abîme de mes souvenirs. Je n'avais même pas réalisé que des larmes coulaient sur mon visage. Je les essuyai rapidement, forçant un sourire éclatant. Non, ma chérie. Juste un peu de poussière de la ventilation est entrée dans l'œil de maman. Je la serrai fort.
Si fort, la chaleur de son petit corps était l'encre qui m'empêchait de me noyer dans l'océan glacial de mon passé. Son étreinte était un rappel physique que la décision d'Antoine de partir était en fait la plus belle chose qui me soit jamais arrivée, car elle m'avait donné la force féroce de construire ce nouveau monde, notre monde. L'annonce de l'interphone me tira de ma torpeur. Notre train arrivait à la gare. Alors que nous descendions sur le quai, l'air de ma ville natale me semblait à la fois étranger et familier. L'agitation des navetteurs, l'odeur des bretzels et du café des kiosques de la gare, tout cela déclenchait une étrange sensation en moi. Ce n'était plus une chaude nostalgie, mais plutôt une froide et rampante prémonition qui glissait le long de ma colonne vertébrale. Je serrai un peu plus fort la main de Léa. Nous sortîmes de la gare et commandâmes un VTC pour l'hôtel que j'avais réservé. Tout au long du trajet, je regardais les bâtiments que je connaissais si bien, me sentant comme une touriste dans mon propre pays. Ce sentiment d'inquiétude grandissait, comme le ciel s'obscurcissant juste avant un violent orage. J'essayais de me convaincre que ce n'était que des tracasseries normales avant la réunion, complètement inconsciente que mes instincts étaient tout à fait justes. Je marchais directement dans l'œil de l'ouragan. En arrivant à l'hôtel, j'ai ressenti une étincelle d'excitation sincère. Notre chambre n'était pas immense, mais elle était impeccable et confortable, avec une large fenêtre donnant sur le parc municipal. Léa a immédiatement sauté sur le lit moelleux avec un cri joyeux. La voir si heureuse m'a réchauffé le cœur. Pendant un bref instant, j'ai pu complètement oublier l'anxiété que j'avais ressentie dans le train. Nous avons défait notre valise et j'ai sorti les 2 robes que j'avais préparées. L'une était une élégante robe de soirée bleu marine pour moi-même. Le design était simple, mais la coupe était impeccable. C'était une robe que j'avais achetée avec mon argent durement gagné. Cette robe symbolisait qui j'étais maintenant, simple, forte et farouchement indépendante. Pour Léa, bien sûr, j'avais une robe de soirée rose fuchsia volumineuse, avec un nœud massif à la taille. Elle ressemblait exactement à une petite princesse de conte de fées quand elle l'a mise. Pendant que je retouchais mon maquillage dans le miroir de la salle de bain, je fixais intensément mon reflet. Ce n'était plus le visage d'une fille naïve et aux yeux écarquillés d'une vingtaine d'années. Il y avait de fines ridules au coin de mes yeux, les traces permanentes d'innombrables nuits blanches et d'innombrables larmes. Mais le regard dans mes yeux était entièrement différent maintenant, plus vif, plus calme. J'avais traversé la tempête et j'étais resté debout. Ce soir, j'allais retrouver ma vieille meilleure amie, non pas comme la pauvre Sophie, mais comme Sophie, la fière mère et propriétaire de la cuisine de Sophie. Cette confiance me nourrissait. Nous sommes arrivés dans le grand hall du lieu. Le mariage avait lieu 1 heure plus tard. J'ai eu le souffle coupé. Ce n'était pas seulement une réception de mariage. C'était un gala de haute société colossale. Des milliers de roses blanches et d'orchidées ornaient chaque coin, tombant en cascade le long de piliers de marbre imposants. D'énormes lustres en cristal pendaient des plafonds voûtés, projetant une lueur dorée et éthérée qui faisait scintiller toute la salle de bal. Pendant une fraction de seconde, je me suis sentie totalement déplacée. Ce monde était à des univers de distance de mon monde, qui sentait le bouillon de poulet et la pâte à pâtisserie. Un murmure de mon passé, une voix me disant que je n'avais pas ma place ici, résonna brièvement dans mes oreilles, mais je l'ai immédiatement chassé. J'ai redressé ma colonne vertébrale, pris la main de Léa et suis entrée la tête haute. J'ai scanné la pièce, cherchant le visage familier de Camille, mais elle était introuvable. Peut-être était-elle encore dans la suite nuptiale, se préparant à la grande entrée. Nous avons trouvé notre table assignée, une table ronde magnifiquement décorée située assez près de l'allée principale menant à l'hôtel. J'ai offert des sourires polis aux autres invités à notre table, mais je n'avais aucun intérêt à faire la conversation. J'étais trop occupée à absorber le luxe pur qui m'entourait, essayant de deviner quel genre d'homme incroyablement riche et influent avait épousé ma meilleure amie. J'étais sincèrement heureuse pour Camille. Elle avait toujours rêvé d'une vie exactement comme celle-ci. Peu de temps après, les lumières de la salle de bal se tamisèrent légèrement. La douce musique instrumentale s'est estompée, remplacée par la voix retentissante d'un maître de cérémonie annonçant que l'échange des vœux était sur le point de commencer. Toute la foule est tombée silencieuse.
Toute l'attention s'est portée sur une estrade magnifiquement élevée à l'avant de la pièce, avec un autel drapé de soie blanche pure. Mon cœur battait un peu plus vite, une anticipation naturelle en assistant au jalon sacré d'une chère amie. L'entourage du marié est entré dans la pièce. J'ai essayé d'apercevoir son visage, mais de là où il se tenait à l'autel, il me tournait le dos. Je ne pouvais voir que ses larges épaules vêtues d'un smoking ivoire impeccablement taillé qui criait pratiquement « vieille fortune ». Je ne pouvais pas voir son visage clairement, ni celui de Camille. Elle n'avait pas encore fait son apparition. L'atmosphère est devenue calme et solennelle. L'officiant a commencé à parler. J'ai souri doucement. Mon esprit a involontairement dérivé vers mes propres rêveries du passé. J'avais une fois imaginé un jour comme celui-ci avec Antoine. Pas un gala aussi magnifique, bien sûr, juste une simple cérémonie dans la petite chapelle près de la maison de mes parents, en présence de notre famille la plus proche. Un rêve qui avait été déchiré avant de pouvoir se concrétiser. Puis le moment crucial arriva. Les vœux traditionnels allaient être prononcés. L'officiant interpella le marié. Le marié se racla doucement la gorge, prenant une profonde inspiration pour prononcer les mots sacrés qui le lieraient légalement pour la vie. Moi, Antoine, je te prends, Camille. Cette voix, le timbre de baryton profond qui remplissait la salle de bal silencieuse, me sembla briser le continuum espace-temps, frappant violemment mes tympans et poignardant directement ma poitrine. Ce n'était pas seulement une voix. C'était une clé. Une clé qui ouvrit de force la porte la plus sombre, la plus lourdement enchaînée au fond de mon âme. Une pièce que j'avais gardée hermétiquement scellée pendant les 5 dernières années. Sa voix était un peu plus riche maintenant, plus autoritaire, polie par le temps et un succès indéniable. Mais l'intonation, la légère pause entre ses mots, la manière exacte et distincte dont il prononçait ses voyelles, c'était impossible de se tromper. C'était la voix qui me murmurait autrefois des mots doux dans l'oreille dans l'obscurité. La même voix qui m'avait crié les mots les plus cruels et les plus vicieux lors de notre dernière nuit ensemble. La voix du père de l'enfant qui était assis gentiment à côté de moi. Mon sang me sembla gelé dans les veines. Le sourire poli sur mon visage se solidifia, puis se brisa en 1 million de morceaux. Impossible. Mon cerveau criait, rejetant désespérément la réalité. Ça doit être une coïncidence. Les gens peuvent avoir des voix similaires. C'est juste une coïncidence malade, tordue et illogique. Pour être ma femme légitime. Alors qu'il terminait sa phrase d'une seule traite, il leva légèrement la tête et tourna son profil vers les témoins debout à côté de l'autel. La lumière du lustre en cristal frappa le côté de son visage avec une clarté angoissante. Et ce fut le moment exact où mon monde entier s'effondra. La mâchoire acérée que je caressais. Le nez droit que j'aimais toujours tapoter de manière espiègle. La forme exacte de ses oreilles que je connaissais mieux que les miennes. C'était Antoine. C'était véritablement Antoine. Mon Antoine. Le père de Léa. J'ai eu le souffle coupé. Chaque son autour de moi, les applaudissements retentissants des invités, l'officiant les déclarant mari et femme. Tout sonnait comme un bourdonnement étouffé d'une dimension sous-marine. Mon cœur me semblait être violemment écrasé par une main géante invisible. Il était le marié et il venait d'épouser ma meilleure amie. Les applaudissements retentissants résonnaient toujours dans la salle de bal, mais j'étais piégée dans une bulle assourdissante et silencieuse de pur choc. J'étais assise rigidement sur ma chaise. Mes yeux étaient rivés sur la silhouette d'Antoine sur la scène. Mon cerveau tournait à toute vitesse, essayant de nier ce que je venais de voir et d'entendre. Antoine et Camille. Les 2 noms qui avaient autrefois été les piliers jumeaux de ma vie étaient maintenant unis par un lien légal qui me semblait être une conspiration délibérée et calculée contre mon existence même. L'invitation, magnifiquement gravée, Camille et Antoine. Elle me sembla soudainement une raillerie vicieuse. Ce n'était pas une coïncidence. C'était réel. Une vague de nausée intense monta de mon estomac à ma gorge. Je serrai les accoudoirs de ma chaise, mes phalanges devenant d'un blanc pur, luttant de toutes mes forces pour empêcher mon corps de s'effondrer. Mon regard se posa ensuite sur ma fille Léa, avec une innocence déchirante. Elle applaudissait joyeusement. Un sourire massif étirait son visage.
Ses yeux pétillaient alors qu'elle contemplait les festivités glamour autour d'elle. Elle célébrait joyeusement le mariage de son propre père. Le père qu'elle pensait être une étoile dans le ciel, le père qui l'avait abandonnée sans jamais l'avoir vue. La réalité amère me frappa comme un raz de marée, rendant ma respiration physiquement difficile. Puis une énorme vague de colère pure et d'instinct maternel protecteur monta en moi, submergeant complètement le choc et le chagrin. Je devais protéger Léa. Je devais l'éloigner le plus possible de cette mascarade écœurante. Mais comment ? Fuir maintenant ne ferait que créer une scène massive. Juste à ce moment-là, la voix retentissante du maître de cérémonie annonça la grande entrée de la mariée pour rejoindre son mari légal pour la réception. Les majestueuses portes en acajou de la salle de bal s'ouvrirent lentement. Là se tenait Camille. Elle ressemblait à un ange. Elle était enveloppée dans une robe de mariée de créateur ivoire incrustée de milliers de cristaux Swarovski. Son voile de longueur cathédrale balayait le sol de marbre. Elle souriait le sourire radieux et béat que toute mariée est censée posséder. Alors qu'elle commençait sa marche lente et dramatique sur le tapis rouge, son regard balaya les invités debout, les accueillant. Par réflexe, j'essayai de baisser la tête, priant de pouvoir me fondre dans la foule et disparaître. Mais il était trop tard. Nos yeux se croisèrent. Au milieu d'un océan d'étrangers, nos regards se connectèrent. Pendant une fraction de seconde, je vis la surprise éclater dans ses yeux. Mais ce n'était pas la surprise de me voir inopinément. C'était le frisson de réaliser que son plan machiavélique avait parfaitement fonctionné. Et puis elle l'a fait. Elle a fait la seule chose qui a confirmé mes peurs les plus folles et paranoïaques. Camille me sourit. Ce n'était pas le sourire chaleureux et accueillant d'une vieille amie qui ne m'avait pas vue depuis des années. Non, c'était un sourire narquois serré, glacial et profondément triomphant. Un sourire narquois très contrôlé qui criait clairement « Je te vois. Je sais que tu es là. Regarde ça, Sophie. » C'est ça la surprise. J'ai gagné. L'écriture sur ce petit mot résonna à nouveau dans mon esprit, portant maintenant une signification écœurante et différente. J'ai une énorme surprise pour toi. Tu dois absolument voir ça. La surprise n'avait jamais été une douce réunion. La surprise était cette exposition. Cette grandiose scène multimillionnaire qu'elle avait intentionnellement construite pour étaler sa victoire ultime. Pour me frotter au nez qu'elle avait volé tout ce que j'avais jamais possédé et trouvé de précieux. Une guerre massive faisait rage en moi. Une partie de mon âme criait, me suppliant d'attraper Léa, de courir à la porte et de fuir aussi loin que possible de cet enfer sur terre. Courir et ne jamais regarder en arrière. Mais l'autre partie de moi, celle forgée dans les feux de la lutte au cours des 5 dernières années, refusait avec véhémence de se rendre. Je regardais Antoine, qui se tenait maintenant à côté de Camille. Il tenait la main de sa nouvelle femme, souriant pour la foule de photographes, mais son sourire était raide et ses yeux semblaient entièrement vides. Il ne m'avait pas encore repéré. Il ressemblait à un mannequin cher et bien habillé. Puis je regardais à nouveau Camille, qui se tenait avec une confiance si arrogante et débordante, voyant ce sourire narquois victorieux incinéra ce qui restait de mon chagrin, l'enflammant en un brasier de rage ardent et inextinguible. Non, je ne cours pas. Je n'ai pas lutté corps et âme complètement seule pour élever ma fille et construire une vie entière à partir de zéro, juste pour m'enfuir comme une lâche face aux fantômes de mon passé. Je ne lui donnerai pas la satisfaction sadique de me voir craquer. Je les affronterai. Je pris une profonde inspiration tremblante, forçant mon cœur qui battait la chamade à se calmer. Je devais rester complètement calme pour le bien de Léa. Je lissai le tissu de ma robe et affichai l'expression la plus neutre et impénétrable que je pus sur mon visage. Je construisis un masque en titane de calme pour cacher l'ouragan de catégorie 5 qui faisait rage à l'intérieur. Je me tournai vers ma fille. Un sourire doux et sincère orna mes lèvres. Léa, ma chérie, dans une minute nous allons aller féliciter tante Camille. Et après ça, maman promet que nous mangerons la plus grande coupe glacée au chocolat de cette fête, dis-je, ma voix semblant miraculeusement plus stable que ce que je ressentais. Léa poussa un léger cri de joie, ses yeux s'illuminant instantanément à la mention de la glace. La prise de sa petite main chaude dans la mienne devint le centre absolu de ma gravité.
Cette petite main était la raison exacte pour laquelle j'avais survécu, la raison pour laquelle j'avais combattu. Et maintenant, cette même main allait me donner le courage d'aller droit sur cette scène. Nous allions y aller ensemble, non pas comme des victimes pathétiques, mais comme la preuve vivante de la vie qu'ils avaient si cruellement jetée à la poubelle. Je ne savais pas exactement ce que j'allais dire ou faire encore. Mais une chose était absolument certaine. Je n'allais pas les laisser écrire la fin de mon histoire. Ce soir, je reprenais la plume. La musique est passée à une chanson d'amour entraînante et joyeuse, et le maître de cérémonie, avec un sourire professionnel et poli, a invité les invités à former une ligne de réception pour monter sur l'estrade et féliciter personnellement les jeunes mariés. C'est à ce moment-là qu'un léger tremblement a parcouru mes bras. Mais j'ai serré ma main libre en un point jusqu'à ce que mes phalanges blanchissent, transmutant chaque once de peur en une puissance pure et distillée. Je me suis levé de ma chaise. C'était un simple mouvement physique qui me semblait plus lourd que tout ce que j'avais jamais fait. J'avais l'impression de soulever physiquement le poids écrasant de mon passé de mes épaules. J'ai redressé la robe rose de Léa et lui ai fait le sourire le plus rassurant que je pouvais simuler. « Viens, ma chérie. Il est temps d'aller serrer la main de tante Camille. » Et d'oncle Antoine, ai-je murmuré en prononçant intentionnellement le nom d'Antoine à voix haute pour la toute première fois, testant ma propre fortitude. Léa a hoché la tête docilement. La marche de notre table aux marches de l'estrade m'a semblé être le plus long chemin de toute ma vie. C'était comme marcher pieds nus sur un lit d'épines cachées. Chaque pas était un effort conscient et délibéré pour rester debout, pour ne pas vaciller ou trébucher. La salle de bal, qui avait semblé si magnifique plus tôt, me semblait maintenant étouffante. Elle était remplie de rires et de joyeuses conversations qui sonnaient comme des bourdonnements étranges dans mes oreilles. Je suis devenue hyper consciente de tout ce qui m'entourait, l'éclat des diamants des invités, le cliquetis des flûtes à champagne en cristal, le mélange écrasant et écœurant de parfums chers et de lys. Quelques invités dans la file nous ont souri chaleureusement. Leur attention était entièrement captivée par Léa. « Oh, votre fille est absolument ravissante. Tellement adorable, » a loué une femme plus âgée drapée dans un châle en soie coûteux, debout juste devant nous. Je n'ai pu que faire un sourire raide et un bref hochement de tête. Le compliment m'a semblé être un poignard invisible. Elle louait la beauté d'une enfant dont le père se tenait actuellement sur cette scène, complètement prêt à nier son existence même. L'ironie était si épaisse, si suffocante, qu'elle rendait ma respiration difficile. Je n'ai pu que serrer plus fort la main de Léa, comme si je lui transmettais chaque goutte de ma force, alors qu'en réalité, elle était la seule source de ma force à ce moment-là. La file avançait à une lenteur angoissante, me donnant amplement le temps d'observer les deux personnages assis sur leur trône de velours. Camille était la mariée absolument parfaite. Elle riait gracieusement, serrant la main des invités avec une élégance bien rodée, rayonnant d'une aura très convaincante de bonheur conjugal. Elle ressemblait à une reine nouvellement couronnée, savourant chaque microseconde de son défilé de victoire. Elle avait l'air si à l'aise, si immensément puissante sur sa scène théâtrale. Inversement, Antoine avait l'air d'un otage. Le sourire plaqué sur son visage n'atteignait jamais ses yeux. Ses yeux scrutaient nerveusement, regardant à gauche et à droite comme s'il cherchait désespérément une sortie de secours, ou peut-être anticipait une catastrophe naturelle. Il serrait les mains comme un robot animatronique. Ses mouvements et ses réponses étaient entièrement mécaniques. Je le voyais si clairement maintenant. Ce n'était pas un cerveau brillant, diabolique et rusé. C'était juste un homme faible, un lâche qui avait choisi la facilité parce qu'il était terrifié par la lutte. Il avait échangé le véritable amour, la responsabilité morale et le privilège de la paternité contre cette cage dorée et ornée. Et maintenant, il réalisait avec une terreur pure et paralysante que la porte de la cage avait été fermement verrouillée de l'extérieur. Nous n'étions plus qu'à quelques personnes du couple. Antoine regardait dans l'autre direction, bavardant brièvement avec un monsieur plus âgé en smoking. Il ne nous avait pas encore vus, mais Camille, elle savait exactement où nous étions. Je pouvais littéralement sentir son regard. Même sans la regarder directement, je pouvais sentir le regard perçant et aiguisé d'un prédateur qui regarde sa proie tomber dans le piège. Elle n'était pas anxieuse. Au contraire, elle anticipait avec ferveur ce moment exact.
Elle voulait que cette confrontation ait lieu au pied de son trône. Ce gibet n'était pas une célébration de l'amour. C'était une grande scène pour une exécution. Et mon humiliation totale était censée être le divertissement principal. Finalement, ce fut notre tour. J'aidai Léa à monter les 2 petites marches tapissées de l'estrade. L'air ici était radicalement différent, plus épais, plus lourd, étouffant de l'histoire et de la trahison tacite. Le parfum caractéristique de Camille était si écœurant qu'il me donnait la nausée. Pendant une fraction de seconde, mon courage vacilla gravement. L'instinct primal de faire demi-tour et de s'enfuir hurlait à plein volume dans ma tête. Mais alors je sentis une petite traction sur ma main. Léa. Elle leva les yeux vers moi, ses grands yeux clairs débordant d'une confiance absolue et inconditionnelle. Cette petite traction, ce regard innocent, était l'encre qui me retenait. Je pris une grande inspiration, rassemblant chaque dernière molécule de force dans mon âme. Je m'avançai et me tins directement devant eux. D'abord, je serrai la main des 2 parents debout sur le côté. Je murmurai simplement un poli « Félicitations, monsieur et madame » avant de me décaler. Puis je me tins au centre, juste devant Camille. Le magnifique quatuor à cordes jouant en arrière-plan sembla s'évanouir instantanément, englouti par le silence assourdissant qui éclata entre nous. C'était comme si l'univers entier s'était rétréci à cet endroit. Il n'y avait que moi, Camille, Antoine et un enfant innocent debout au milieu de tout cela. Antoine avait encore le dos partiellement tourné, terminant sa conversation. Le sourire de Camille s'élargit, aussi tranchant qu'une lame de rasoir et aussi froid que l'azote liquide. L'événement principal était sur le point de commencer. Je forçai mes lèvres à s'étirer en quelque chose qui ressemblait vaguement à un sourire. Quand je parlais enfin, ma voix sortit comme un murmure grave et glacial, juste assez fort pour les oreilles de Camille seulement. Félicitations, Camille. Prononcer son nom me sembla avaler du verre pilé. La phrase n'était plus un vœu de bonheur. C'était une déclaration de guerre formelle. Les yeux de Camille brillèrent d'un triomphe vicieux et cruel. Elle se pencha en avant, étendant les bras comme si elle allait me prendre dans une chaude étreinte de meilleure amie. Mais alors que son visage effleurait mon oreille, elle siffla dans un murmure moqueur et venimeux, « Merci d'être venu, Soph. Je savais que tu n'aurais pas le cran de manquer mon grand jour. » Alors, comment est la surprise? Spectaculaire, n'est-ce pas? Le ton sucré, doux et hautement toxique de sa voix fut la confirmation ultime et finale. Rien de tout cela n'était un accident tordu du destin. C'était un chef-d'œuvre de trahison méticuleusement élaboré. Juste à cette seconde, Antoine termina sa conversation et se retourna. Son regard, se déplaçant automatiquement pour saluer le prochain invité, se posa d'abord sur la petite silhouette de Léa. Instantanément, tout son corps devint rigide. Le sourire poli et formel qui avait été collé à son visage disparut complètement, remplacé par une expression d'horreur nue et non frelatée. Ses yeux se posèrent sur le visage de Léa, une copie miniature et indéniable du sien, puis glissèrent lentement vers la femme qui tenait la main de l'enfant. Toutes les couleurs se vidèrent de son visage, le laissant ressembler à un cadavre frais. Sophie. Un nom s'échappa de ses lèvres sans aucun son, juste le tremblement pathétique de sa bouche. Le monde autour de lui s'effondra visiblement. Son pire cauchemar absolu portait actuellement une robe bleu marine et se tenait à quelques centimètres de son visage. Avant même que je ne puisse réagir, avant même qu'Antoine ne puisse tenter de reconstituer les fragments brisés de son choc, Camille bougea à la vitesse de l'éclair. Elle serra agressivement sa main manucurée autour du biceps d'Antoine, un geste hautement possessif destiné à affirmer une propriété totale. Ignorant complètement son mari, qui était actuellement figé comme une statue de marbre, elle recentra toute son attention sadique sur moi. Sa voix resta un murmure étouffé, mais le ton se transforma en quelque chose de sickeningly arrogant et vantard. C'était comme si elle se vantait d'avoir gagné une médaille d'or. « Tu veux connaître un petit secret, Soph » siffla-t-elle, savourant clairement chaque milliseconde agonisante de ma douleur et de la panique totale d'Antoine. « C'est moi qui lui ai dit de te quitter. » Mon cœur s'arrêta littéralement de battre. Je la regardais, incapable de former des mots. Mon cerveau refusait violemment de traiter le mal psychopathe pur de cette phrase.
Camille continua. Sa confession s'écoulait sans un seul bégaiement de remords. Il y a 5 ans, quand il est venu me voir en pleurant, complètement désespéré et fauché quelques jours après que tu lui aies lâché la bombe de la grossesse, je lui ai donné un ultimatum très simple. Il pouvait choisir de rester avec toi, de retourner à votre vie pathétique et misérable, et d'être enchaîné à jamais à une fille enceinte qui ne ferait que le tirer vers le bas et tuer ses rêves. Elle fit une pause dramatique, jetant un bref regard sur l'immense richesse et le luxe de la salle de bal, le menton haut, où il pouvait me choisir un véritable avenir. Je lui ai promis tout ça, l'immense richesse de ma famille, les relations d'entreprise de mon père, une vie de luxe total. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, toi et ce fœtus ne serez qu'un rappel permanent de son échec. Alors, je lui ai dit de partir, d'oublier ce passé sombre et déprimant. Et regarde, elle termina son monologue avec un ricanement perçant et cynique, je suis une femme qui tient toujours ses promesses. La confession me frappa comme un camion. Je vacillais émotionnellement, suffoquant sous un niveau de malice que je n'aurais pas pu comprendre auparavant. Mais le diable en robe de mariée de créateur n'avait pas fini. Son regard glacé et reptilien dériva vers Léa, qui levait les yeux, profondément confuse par l'interaction bizarre entre les adultes. Et quant à la petite, dit Camille, employant un ton d'une légèreté écœurante et dismissive, comme si elle signalait une petite tache de vin sur une nappe. Oh, ne te prends pas la tête. Appelons-la simplement un petit souvenir de ses âges sombres. Une petite erreur que, heureusement, il n'a pas à payer pour le reste de sa vie. Une petite erreur. Ces 3 mots furent le détonateur. La façon désinvolte et légère dont elle dégradait l'existence même de ma fille, ma propre chair et mon sang. La seule raison pour laquelle j'avais survécu à mes jours les plus sombres fut l'étincelle qui alluma un volcan de colère dormant au fond de mon âme. Mon masque de sang-froid vola en éclats. La douleur, le choc et le chagrin s'évaporèrent instantanément, entièrement consumés et remplacés par une fureur blanche, ardente et cristalline. Assez. J'en avais absolument fini de jouer la victime dans leur psychodrame malade et tordu. Du coin de l'œil, j'aperçus un microphone sans fil posé sur un support près du bord de la scène, temporairement abandonné par le maître de cérémonie. Une idée folle, imprudente et intensément libératrice commença à se cristalliser dans mon esprit. Cette scène n'allait pas être la plateforme de leur grande victoire. Ce soir, j'allais la transformer en mon tribunal absolu. Les mots de Camille, une petite erreur, tournaient en boucle dans mes oreilles, incinérant les tout derniers lambeaux de ma patience. La rage que je ressentais n'était pas une chaleur aveugle et chaotique. C'était une fureur glaciale, hyper concentrée, qui me donnait une clarté absolue quant à mon objectif. Il ne s'agissait plus de mon cœur brisé. Il s'agissait de défendre l'honneur, l'humanité et le droit d'exister de mon enfant. Mes yeux se fixèrent sur le microphone élégamment posé sur sa base. Cet objet n'était plus un simple appareil audio. Ce soir, il allait être mon arme, mon marteau de justice. D'un mouvement fluide, rapide et incroyablement délibéré, je lâchai la main de Léa. Je passai résolument devant une Camille maintenant perplexe et un Antoine toujours pétrifié, et j'arrachai le microphone de son support. Un larcène aigu et perçant déchira les enceintes alors que je l'allumais. Le bruit strident déchira violemment l'ambiance élégante du gala. Le quatuor à cordes cessa brusquement de jouer. Chaque mouvement dans l'immense salle de bal cessa. Des centaines de paires d'yeux se tournèrent simultanément vers la scène. Vers moi. Un silence gênant et très confus s'abattit sur la pièce. Chaque invité posait silencieusement la même question exacte, qui est la femme en robe bleu marine? Et pourquoi interrompt-elle la réception? Mon cœur battait si violemment qu'il me semblait un oiseau piégé essayant de s'échapper de ma cage thoracique. Mais lorsque ma voix projeta enfin à travers le système de sonorisation ultramoderne, elle sortit étonnamment calme, stable et incroyablement puissante, résonnant jusqu'aux coins les plus reculés de la salle de bal. Je m'excuse sincèrement d'interrompre les festivités et la joie de tous les présents ce soir, commençai-je. Mon ton était impeccablement poli, mais empreint d'une autorité indéniable et inébranlable qui força physiquement la salle à écouter. Des murmures commencèrent à onduler dans la foule. Les invités se penchèrent, se chuchotant entre eux, essayant de deviner mon identité.
Je pivotai légèrement mon corps, me tournant pour faire face au jeune marié, qui me regardait maintenant avec des expressions de choc total. Le sourire arrogant de Victoire avait entièrement disparu du visage de Camille, remplacé par un masque de stupéfaction paniquée et de rage montante. Antoine semblait que son âme avait été expulsée de son corps. Je voulais juste profiter de cette opportunité incroyablement précieuse pour offrir mes plus sincères, mes plus spéciales félicitations aux heureux mariés. Mes yeux se fixèrent sur ceux de Camille. J'énonçai chaque syllabe avec une précision chirurgicale. Félicitations à ma meilleure amie absolue, Camille, dis-je, laissant la phrase meilleure amie planer dans l'air, dégoulinante d'une ironie toxique. Félicitations, car après 5 longues années d'attente et d'intrigue, vous avez enfin réussi à obtenir tout ce que vous avez toujours voulu en le volant à la vie de quelqu'un d'autre. Une vague très audible de choc authentique traversa les invités. Les halètements et les murmures s'intensifièrent instantanément en volume, sonnant comme une ruche de frelons que l'on venait de frapper. L'atmosphère, qui avait été si festive, devint instantanément tendue avec anticipation. Je tournai ensuite mon regard glacial vers le marié, qui tremblait visiblement et transpirait dans son smoking sur mesure. Et bien sûr, des félicitations encore plus massives vont au très honorable marié, Antoine. Je fis une pause intentionnelle, laissant le lourd silence faire monter la tension à un point de rupture. Je reculai d'un demi-pas, tendis la main et repris la petite main de Léa, la guidant doucement pour qu'elle se tienne à mes côtés, au centre du projecteur de la scène. Avec ma main libre, serrant le microphone si fort que mes phalanges craquèrent, je regardai la mère de visage riche et stupéfait devant moi. Ma voix résonna à nouveau, plus forte et entièrement inébranlable. Je lâchai la bombe que j'avais portée pendant 5 ans. Au père de ma petite fille, juste ici, Léa, qui a maintenant 5 ans, une petite fille que tu as jetée comme des ordures sans aucune pitié. Quand elle n'avait même pas encore pris son premier souffle, quand elle était encore complètement sans défense dans mon ventre. Un halètement théâtral collectif éclata de tous les coins de la pièce. Après ce halètement, il ne resta que le silence. Un silence absolu, écrasant, assourdissant. Chaque invité était figé sur place. Leurs yeux passaient de moi, debout, grands et résolus, à Léa, regardant autour d'elle avec une confusion innocente, à Camille, dont le visage était maintenant écarlate de rage démoniaque. Et finalement, à Antoine, qui semblait entièrement, totalement détruit. Ce magnifique mariage à plusieurs millions d'euros avait, en un clin d'œil, été transformé en un tribunal public brutal, et j'étais le procureur principal. Le silence qui étouffait la salle de bal était physiquement lourd, épais de choc et de jugement brutal et inexprimé. Des centaines de pères Dieu s'étaient transformés en un jury impitoyable, captivé par le drame brut et non scénarisé qui se déroulait sur l'autel. Du coin de l'œil, je pouvais voir les parents de Camille et d'Antoine assis aux tables VIP. Ils étaient pâles comme des draps, subissant un niveau d'humiliation inimaginable devant leurs collègues d'affaires d'élite et leurs proches de la haute société. Camille me regardait avec une intention véritablement meurtrière. Son maquillage de mariée impeccable ne pouvait plus masquer la haine pure et non diluée qui émanait de son visage. Quant à Antoine, il était la personnification littérale de la culpabilité. Il n'osait pas établir de contact visuel avec une seule âme vivante. Son regard était rivé sur la pointe de ses chaussures en cuir italien très polies, comme s'il priait Dieu que le sol en marbre s'ouvre et l'engloutisse vivant. Léa, piégée au centre de cet ouragan silencieux, commença à se sentir visiblement mal à l'aise. Elle ne comprenait pas pourquoi l'ambiance de la fête était soudainement devenue si terrifiante et tendue. Elle ne savait pas pourquoi des centaines d'adultes la regardaient. Tout ce qu'elle savait, c'était que sa mère avait l'air incroyablement triste mais farouchement en colère. Et l'homme que sa mère désignait semblait absolument terrifié. Elle tira doucement sur l'ourlet de ma robe. « Maman, pourquoi ?» chuchota-t-elle doucement. Mais parce que le microphone dans ma main était toujours allumé et très sensible, sa petite voix innocente fut diffusée sur les haut-parleurs à chaque invité dans la pièce, ajoutant une couche dévastatrice et déchirante de tragédie au spectacle. En entendant la voix de ma fille, le feu ardent dans mon cœur diminua légèrement, instantanément remplacé par une vague de profonde tristesse. Je la regardai, son doux visage, et mon expression s'adoucit instantanément.
Cette exhibition n'était pas destinée à la traumatiser, mais elle faisait maintenant partie inséparable de ce moment décisif. Peut-être était-ce la seule et unique chance que Léa aurait jamais de regarder son père biologique. De savoir qu'il était malheureusement une personne réelle. Je m'accroupis pour me mettre à son niveau. J'orientai mon corps pour la protéger légèrement des regards perçants des centaines d'étrangers. Ma chérie, regarde cet homme là-bas, dis-je, ma voix douce mais tremblante d'une émotion que chaque mère dans cette pièce ressentait sans aucun doute dans sa propre poitrine. Je pointai Antoine du doigt. C'est ton papa. Le mot « papa » avait un goût de cendre dans ma bouche. Il me semblait entièrement étranger mais douloureusement difficile à prononcer à voix haute pour une personne vivante. C'était un titre qui, jusqu'à présent, n'avait existé que dans les contes de fées du soir de Léa. Léa regarda l'homme brisé et tremblant debout sur la scène. Elle l'observa avec une curiosité pure et intacte, comme une enfant essayant de résoudre un puzzle compliqué. Elle inclina la tête, les sourcils froncés. Elle essayait clairement de concilier le visage de cet étranger terrifié et transpirant avec l'image du père courageux et héroïque que je lui avais toujours décrit. Le père qui était censé être devenu l'étoile la plus brillante dans le ciel nocturne. Après avoir réfléchi quelques secondes, elle fit un tout petit pas en avant, juste devant le microphone. Elle regarda Antoine droit dans les yeux, et d'une voix si cristalline et innocente, amplifiée par les haut-parleurs pour atteindre tous les coins de la salle, elle brisa le silence par une seule question. « Tu n'as pas dit que papa était devenu une étoile dans le ciel ?» demanda-t-elle. Son ton n'était pas accusateur. C'était juste une confusion sincère. Elle me regarda, puis de nouveau la foule, comme si elle demandait au monde entier une réponse. Maman a dit que papa était un homme bon qui veillait toujours sur moi de là-haut. Pourquoi papa est-il ici? Papa est-il descendu du ciel juste pour me voir dans ma robe rose? Si ma confession précédente était une bombe, alors la question innocente de Léa fut une détonation nucléaire émotionnelle qui pulvérisa complètement tout doute ou neutralité restant dans cette pièce. La logique simple et déchirante d'une enfant de 5 ans avait disséqué toute la tragédie jusqu'à son cœur saignant. Cette seule question mit tout à nu. 5 ans de mensonges désespérés qu'une mère avait été forcée d'inventer pour protéger le cœur de son enfant. 5 ans de désir d'une petite fille qui manquait un père qu'elle n'avait jamais connu et le chagrin dévastateur de réaliser que le héros qu'elle avait pleuré était en fait vivant, en bonne santé et se tenait juste devant elle. Les invités ne purent plus contenir leurs émotions. Plusieurs femmes commencèrent à sangloter ouvertement, sortant des mouchoirs en soie de leurs pochettes de marque. Les murmures initiaux de choc mutèrent violemment en de faibles grognements de dégoût et des huées franches dirigées directement contre Antoine et Camille. Le mariage de contes de fées sans défaut à plusieurs millions d'euros qu'ils avaient orchestré fut maintenant complètement anéanti. Non pas par mes cris ou mes jurons, mais par une question profondément innocente d'une petite fille dont le cœur venait d'être brisé. La question de Léa fut le verdict final. Chaque regard, chaque murmure, s'est finalement tourné vers nous. C'étaient des magnats des affaires d'élite, des mondains et des proches respectés. Ils étaient venus célébrer une union sacrée, mais ont réalisé qu'ils avaient été trompés en assistant à une exhibition écœurante de cruauté et d'hypocrisie. « Espèce de lâche !» cria un homme en smoking du premier rang. « N'avez-vous donc aucune conscience ?» hurla une femme, sa voix tremblante de fureur pure. Une femme plus âgée assise près de l'avant, clairement une amie de longue date de la famille d'Antoine, se leva et pointa un doigt accusateur directement sur lui. « J'ai connu ton père, Antoine. Il doit se retourner dans sa tombe en te voyant aujourd'hui. Quel genre d'homme es-tu? Abandonner ta propre chair et ton propre sang pour de l'argent, cria-t-elle. Ce cri fut le coup de marteau qui brisa la digue. D'autres invités commencèrent à renchérir, lançant des insultes et des réprimandes dégoûtées. Les parents de Camille et d'Antoine s'agitèrent frénétiquement pour calmer la foule, s'excusant à profusion avec des visages pâles, mais personne ne les écoutait. Le mariage qu'ils avaient financé pour élever leur statut social s'était instantanément transformé en un vaste cimetière public pour la réputation de leur famille. Quelques invités commencèrent à faire demi-tour et à sortir les portes avec des expressions de pur dégoût, refusant de rester une seconde de plus dans cette pièce toxique. Puis une petite action déclencha une avalanche massive de chaos. Un jeune homme, furieux,
arracha la boutonnière chère de sa veste et la jeta sur la scène. Cette action ouvrit les vannes. Une femme jeta sa serviette en lin froissé. Soudain, des objets commencèrent à voler vers l'autel. Ce n'étaient pas des objets dangereux, mais ils étaient profondément symboliques, des projectiles humiliants. Des flûtes à champagne vides, des petits pains des tables, des centres de table arrachés de leurs vases, et plusieurs invités déchirèrent même leur coûteux programme de mariage en deux et les jetèrent sur les jeunes mariés. L'autel, qui avait semblé si majestueux et royal il y a 10 minutes, était maintenant littéralement en train d'être saccagé. En voyant son mariage de haute société parfait se désintégrer sous ses yeux, Camille finit par perdre la tête. Elle hurla hystériquement. Non pas contre moi, mais contre Antoine. Tout est de ta faute. Pourquoi as-tu dû réapparaître dans ma vie il y a 5 ans? Pourquoi es-tu si pathétique et faible, cria-t-elle comme une banshee. Sa robe de créateur inestimable était maintenant tachée d'éclaboussures de vin et de boissons jetées. Antoine resta là, paralysé comme une statue, acceptant chaque fleur lancée et chaque insulte hurlée avec des yeux morts et vides. Il était complètement, irrévocablement détruit. C'était comme si son âme avait abandonné son corps, ne laissant derrière elle qu'une coquille vide d'un homme qui avait littéralement tout perdu en une seule nuit. Au milieu du chaos rugissant, je savais que mon travail était terminé. Justice était rendue, non par mes mains, mais par la société même qu'ils avaient essayé de tromper. Il n'y avait absolument plus rien à faire pour moi. C'était la scène de leur ruine totale, et je n'avais aucun désir d'être spectatrice une seconde de plus. Je me suis accroupie, j'ai pris Léa dans mes bras et j'ai enfoui son visage dans le creux de mon cou pour qu'elle n'ait pas à être témoin de cette scène laide et chaotique. C'est fini, ma chérie. On rentre à la maison maintenant, ai-je murmuré en embrassant le dessus de sa tête. La tête haute, je leur tournai le dos et descendis les marches de l'estrade. Les invités furieux s'écartèrent instinctivement pour moi comme la mer Rouge. Beaucoup d'entre eux me regardèrent avec des yeux pleins de profonde sympathie et de respect. Plusieurs hochèrent même la tête en signe de solidarité silencieuse. Je ne me suis pas retournée. Je n'en avais pas besoin. Derrière moi, je pouvais toujours entendre les hurlements hystériques de Camille, les sanglots de ses parents et les huées tonitruantes de la foule d'élite. Ces sons étaient la bande-son d'un mariage, d'une réputation et d'une vie brisée en 1 million de morceaux irrécupérables. Le karma était arrivé. Il était rapide, direct et incroyablement humiliant, et il me semblait absolument parfaitement juste. 1 an plus tard, le soleil du matin était éclatant et l'arôme riche du café fraîchement moulu s'entremêlait avec l'odeur des croissants au beurre, créant une atmosphère incroyablement invitante et chaleureuse. Je me tenais au milieu d'une cuisine commerciale spacieuse, étincelante et ultramoderne, à des années-lumière de mon ancien appartement sans ascenseur. C'était la cuisine de mon propre commerce physique. Le rêve que j'avais autrefois partagé avec une traîtresse, je l'avais maintenant manifesté entièrement seul. Sur la belle enseigne rustique en bois accrochée au-dessus de la porte d'entrée, gravée en lettres élégantes, se trouvait le nom Le Café de Léa. Ma vie s'était complètement transformée. Après cette nuit de mariage chaotique, l'histoire de ce qui s'était passé s'est répandue comme une traînée de poudre par le bouche à oreille et est finalement devenue virale sur les réseaux sociaux locaux et les forums communautaires. Les gens étaient initialement sympathiques et extrêmement curieux, ce qui les a amenés à essayer mon service de traiteur. Les commandes ont absolument explosé. Grâce à un travail acharné et à une subvention pour petites entreprises d'une organisation de soutien aux femmes dont le conseil d'administration avait entendu mon histoire, j'ai réussi à ouvrir ce café il y a 6 mois. Les gens venaient initialement pour le drame et les commérages, mais ils revenaient encore et encore parce que la nourriture était phénoménale et l'ambiance imbattable. J'étais enfin financièrement stable, très respecté en tant qu'entrepreneur dans la ville, et surtout, mon cœur était en paix totale. Léa, maintenant âgée de 6 ans, devenait une enfant brillante et profondément heureuse. Nous avions surmonté le traumatisme de cette nuit-là avec l'aide d'un fantastique pédopsychologue et d'un amour maternel sans limite. Pour elle, l'homme de la fête n'était que le méchant homme qui avait rendu maman triste. Son monde était vibrant et plein de couleurs, et elle savait qu'elle était à jamais en sécurité avec moi. Alors que j'essuyais la machine à expresso pendant une accalmie de milieu de matinée, l'une de mes baristas, Sarah, me glissa sa tablette sur le comptoir.
Sophie, il faut que tu vois ça. C'était sur le site d'actualités économiques locales ce matin. Je pris la tablette et lus le titre, secoué par un scandale de mariage et des prêts en défaut. L'empire immobilier local dépose le bilan. Retenant mon souffle, je lus l'article. Il détaillait avec une clarté brutale comment le désastreux scandale de mariage hautement médiatisé avait été le catalyseur de la chute de l'entreprise familiale de Camille. L'humiliation publique leur avait fait perdre énormément de prestige et de confiance auprès de leurs plus grands investisseurs en capital investissement, qui, un par un, avaient retiré leurs fonds. Frappés par une image publique toxique et une série de décisions financières paniquées et terribles, leur arrogant royaume immobilier s'était complètement effondré. L'article abordait également le sort du couple. Antoine et Camille avaient officiellement divorcé avant même d'atteindre les 3 mois. La surveillance publique étouffante et l'humiliation insupportable avaient empoisonné leur mariage de l'intérieur. Camille, complètement incapable de faire face à la honte d'avoir perdu son statut d'élite et tous ses avantages luxueux, aurait déménagé hors de l'État, vivant en exil obscur quelque part dans le centre du pays. Et Antoine, le dernier paragraphe résumait son destin. Il avait été immédiatement licencié du poste de direction confortable chez la firme du père de Camille. Il avait essayé de se relancer dans la scène musicale locale, mais son nom était un poison absolu. Il était chahuté lors des scènes ouvertes comme le gars qui avait abandonné sa petite amie enceinte. La dernière rumeur était qu'il travaillait de nuit comme caissier dans une station-service miteuse en banlieue profonde, vivant seul dans une chambre louée, complètement noyé dans ses propres regrets. Je me souvenais qu'il y a quelques mois, une ancienne camarade de sororité de l'université avait essayé de me contacter, disant qu'Antoine suppliait désespérément de s'excuser. J'avais supprimé le message sans répondre. Je rendis la tablette à Sarah. Il n'y avait pas de sentiment explosif et euphorique de victoire dans ma poitrine. Il n'y avait pas de malice vindicative persistante. Tout ce que je ressentais était un sentiment profond, calme et profond de clôture. Leur histoire était terminée. Ils n'étaient plus des personnages de mon univers. Leur destin tragique n'était plus qu'une petite note de bas de page dans un livre où j'avais déjà commencé à écrire un volume entièrement nouveau. Je sortis de derrière le comptoir et m'approchai de la grande fenêtre avant de mon café. Dans le petit jardin clos que j'avais construit sur le côté du bâtiment, je vis Léa se balancer sur la balançoire en bois. Son rire clair et contagieux résonnait jusqu'à l'intérieur. Ce son, le rire pur et léger de ma fille. C'était ma vraie victoire. C'était la vengeance la plus douce et la plus absolue que je puisse jamais demander. J'ouvris la porte d'entrée et sortis pour la rejoindre, donnant une légère poussée à sa balançoire. Je riais à ses côtés sous le chaud soleil du matin. Nous n'avions pas seulement survécu à la tempête. Nous avions construit notre propre paradis, et c'était plus qu'assez. 5 ans se sont écoulés depuis la nuit qui a tout changé. 5 ans, c'est amplement de temps pour guérir les vieilles blessures, reconstruire une vie à partir de zéro, et broyer les gravats amers du passé pour en faire le fondement en béton d'un avenir solide comme le roc. Aujourd'hui, le café de Léa célèbre son 5e anniversaire. L'endroit que j'avais commencé avec rien d'autre qu'un désespoir imprudent et les dernières fumées de mon courage avait fleuri pour devenir l'un des lieux de brunch les plus appréciés de la ville. Nous avions récemment déménagé dans un bâtiment historique plus grand, à 2 étages, avec une immense terrasse botanique extérieure qui était bondée de familles tous les week-ends. Les murs de briques apparentes du café étaient décorés de joyeuses aquarelles réalisées par Léa, ainsi que de pièces d'artistes locaux qui nous avaient soutenus dès le premier jour. Le parfum des grains de café éthiopien fraîchement torréfiés se mêlant à l'arôme des croissants chauds au beurre sortant des fours professionnels créait une symphonie d'odeurs que j'attendais avec impatience chaque matin. Moi, Sophie, je ne suis plus la même femme. J'ai coupé mes cheveux en un carré net et pratique. Quelques mèches d'argent encadrent maintenant mes tempes, des insignes de sagesse que j'ai payé un prix incroyablement élevé pour les gagner. Je gère maintenant une équipe de 15 employés incroyables que je traite comme ma propre famille. Je ne marche plus dans la vie avec l'hypervigilance d'une victime. Je marche avec la confiance ancrée et inébranlable d'une PDG, d'une survivante et d'une mère. Ma fille Léa a maintenant 10 ans. Elle devient une jeune fille brillante, profondément empathique et avec un sens de l'humour féroce. Elle est le soleil autour duquel tout mon système solaire gravite.
Tard cet après-midi-là, au milieu de la fête d'anniversaire animée que nous avions organisée pour nos fidèles habitués, Léa m'aidait à distribuer des parts d'un énorme gâteau arc-en-ciel. Elle le faisait avec un sourire hilarant et très professionnel, agissant comme si elle était la véritable directrice générale de l'établissement. En la regardant plaisanter avec les enfants du quartier sur la terrasse, mon cœur déborda d'une gratitude si immense qu'elle me fit mal à la poitrine. C'était mon trésor. C'était mon triomphe. Plus tard cette nuit-là, après que le panneau fermé fut retourné et que le personnel fut rentré chez lui, nous n'étions plus que toutes les deux. Nous étions assises sur l'un des canapés en velours moelleux nichés dans le coin arrière du café faiblement éclairé, mangeant les restes de gâteau et buvant du chocolat chaud. Cette ambiance calme après les heures de pointe déclenchait souvent nos conversations les plus profondes et les plus significatives. Maman, appela doucement Léa, brisant le silence confortable. Tout à l'heure, Monsieur Dupont de la librairie d'en face m'a dit que tu étais la femme la plus forte du monde parce que tu avais construit tout ça toute seule. Je souris, tendant la main pour lui ébouriffer les cheveux. Maman n'était pas seule. J'ai toujours eu toi. Elle resta silencieuse un instant, remuant lentement son chocolat chaud avec une cuillère. Oui, mais il voulait dire sans papa. Mon cœur fit son léger battement habituel, comme toujours lorsque ce sujet surgissait. Mais j'avais appris depuis longtemps à ne pas l'éviter. Au fil des ans, guidée par les conseils de sa thérapeute, je lui avais lentement raconté la version véridique de notre histoire, adaptée à son âge. Elle savait que son père était en vie. Elle comprenait vaguement ce qui s'était passé à cette fête de mariage, même si ses propres souvenirs de la nuit étaient flous. Maman, continua-t-elle. Cette fois avec un regard beaucoup plus sérieux dans les yeux, le regard d'une enfant qui commence à saisir les douloureuses complexités du monde adulte. À l'époque. L'as-tu déjà vraiment, vraiment aimé? Je pris une profonde inspiration, regardant dans les yeux d'une fille qui cherchait maintenant la vérité brute, pas un conte de fées édulcorées. Oui, ma chérie. Énormément, répondis-je avec une totale honnêteté. Il y a longtemps, avant de savoir que tu arrivais, avant que le monde ne devienne si lourd et effrayant, il était une personne complètement différente à l'époque. C'était un gars qui pouvait me faire rire jusqu'à en avoir mal aux côtes juste en racontant une blague stupide. C'était un gars qui avait d'énormes rêves et ses yeux s'illuminaient chaque fois qu'il parlait de jouer de sa guitare. Je fis une pause, choisissant mes mots avec une extrême prudence. Maman aimait cette version de lui. Je posai ma tasse. Mais les gens changent, Léa. Parfois, quand la vie devient vraiment difficile, les gens oublient qui ils sont censés être. Ils font des choix terribles et lâches parce qu'ils sont terrifiés. Et le choix qu'il a fait était un choix qui nous a fait très mal. Je tendis la main de l'autre côté de la table et pris ses deux mains dans les miennes. Mais ce même choix est ce qui nous a forcés à nous retrouver ici, dans ce café. À vivre la belle vie que nous avons en ce moment. La nuit la plus sombre de la vie de maman a fini par être le lever de soleil de notre matin le plus lumineux. Alors, non, je ne le déteste plus. Honnêtement, je ne pense même plus à lui. Léa hocha lentement la tête. Elle sembla digérer la réponse, et elle parut la satisfaire. Nous retournâmes à manger notre gâteau dans un silence confortable et aimant. Mais le destin, semble-t-il, possède un sens de l'humour très tordu. Comme si l'univers avait espionné notre conversation, la clochette en laiton au-dessus de la porte d'entrée tinta sèchement, signalant que quelqu'un était entré. J'ouvris la bouche pour crier que nous étions fermés pour la nuit. Mais en levant la tête et en regardant vers la porte, les mots se bloquèrent violemment dans ma gorge. Debout dans l'embrasure de la porte se tenait un homme. Il était émacié, à la limite de la dénutrition. La chemise en flanelle délavée qu'il portait pendait lâchement de sa carcasse osseuse, au moins de taille trop grande. Ses cheveux étaient gras, trop longs et négligés. Son visage était marqué d'une légère cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, et les énormes cernes violets sous ses yeux lui donnaient l'air d'avoir au moins 10 ans de plus qu'il n'en avait réellement. Il se tenait là, hésitant, déplaçant nerveusement son poids d'un pied à l'autre, comme s'il ne pouvait pas décider s'il devait entrer complètement ou faire demi-tour et courir. Pendant 3 longues secondes, je ne l'ai même pas reconnu. Mais ensuite ses yeux rencontrèrent les miens. Des yeux qui scintillaient autrefois d'ambition et de rêve de rock indépendant étaient maintenant troubles,
complètement vide, et noyé dans un désespoir écrasant et absolu. Antoine, le temps sembla s'arrêter physiquement. Le tic-tac de l'horloge murale vintage derrière le comptoir résonna soudain comme une caisse claire. Léa, qui ne se souvenait pas assez clairement de son visage pour le reconnaître, regarda simplement l'homme étrange et échevelé avec une légère curiosité. Antoine ne regarda pas Léa. C'était comme s'il ne pouvait pas le supporter physiquement. Son regard angoissé resta entièrement fixé sur moi. Sophie. Sa voix était rauque, éraillée, à peine un murmure. Je me levai lentement, me positionnant délibérément légèrement devant Léa dans une posture féroce et protectrice. Je ne ressentais aucune peur. Tout ce que je ressentais était un vaste vide retentissant. Cet homme debout devant moi était un parfait inconnu, un inconnu pathétique et tragique. Il n'était qu'un fantôme de mon passé qui avait entièrement perdu sa capacité à me hanter. « Que veux-tu » demandai-je. Ma voix était parfaitement plate. Glaciale. J'ai entendu dire que ton entreprise a explosé. Tu as un énorme succès maintenant. Il balbutia, frissonnant légèrement. J'ai juste besoin d'un travail, sauf. N'importe quoi. Je ferai la vaisselle. Je laverai les sols. Je sortirai les poubelles. Je ferai tout ce que tu veux. Il baissa la tête, fixant le sol, totalement incapable de maintenir un contact visuel. J'ai essayé partout ailleurs. Personne ne veut m'embaucher. Sa supplique était si inimaginablement pathétique. Elle frisait l'absurde. Il n'était pas venu jusqu'ici pour implorer le pardon. Il n'était pas venu voir la belle fille qu'il avait jetée. Il était venu parce qu'il avait touché le fond, et il me voyait comme son dernier recours littéral, non pas comme un amour perdu, mais comme un distributeur automatique de billets, une dernière bouée de sauvetage pour le sortir du caniveau. Je sortis de derrière la table et marchai vers lui, m'arrêtant à une distance de sécurité de 2 mètres. « Écoute-moi, Antoine, dis-je. » Ma voix était étrangement calme, mais portait le poids d'une enclume. Cette cuisine, chaque assiette en céramique et chaque verre qu'elle contient, a été achetée avec les larmes que tu as causées. Chaque chaise et chaque table dans cette pièce sont un monument aux centaines de nuits blanches que j'ai passées à élever ton enfant entièrement seul. Chaque euro de profit sur mon compte bancaire est le résultat du sang et de la sueur que tu as été trop lâche pour contribuer. Je le regardai droit dans les yeux, qui se remplissaient maintenant rapidement de larmes désespérées. Tu n'as absolument aucun droit dans ce bâtiment. Tu n'as aucun droit à mon succès. Tu n'as aucun droit à un emploi ici, et tu as renoncé à ton droit d'être appelé père il y a très, très longtemps. Je pointai fermement le doigt vers la porte. Cet établissement s'appelle le café de Léa, pas le café de la deuxième chance. Sors. Il parut complètement brisé. Peut-être que dans son esprit tordu, il s'attendait à ce que je crie, que je lui jette une tasse de café, ou que je fonde en larmes. Mais tout ce qu'il reçut fut un calme glacial, indifférent et un rejet absolu et inébranlable. Il jeta un coup d'œil par-dessus mon épaule à Léa, juste un regard fugace et lâche d'une microseconde, puis se retourna. Il ouvrit la porte et sortit en traînant les pieds, disparaissant instantanément dans la nuit froide et sombre de la ville. Je ne ressentis absolument rien. Aucune vague de joie triomphante, aucune pitié persistante, juste un point final lourd à la fin d'une très longue phrase. Un chapitre qui avait finalement été définitivement clos. Quelques semaines après cette étrange rencontre, une ancienne sœur de sororité de l'université, qui vivait sur la côte ouest, s'est arrêtée au café en visitant sa famille. Autour de café glacé, nous avons rattrapé des années d'événements de vie manqués. Soudain, elle s'est penchée et a dit « sauf, tu as une idée de ce qui est arrivé à Camille ?» J'ai secoué la tête. Son nom ne me venait même plus à l'esprit. Je l'ai rencontré le mois dernier quand je suis retourné dans notre ville natale, murmura mon ami, les yeux grands ouverts. Sauf, je te jure, je ne l'ai presque pas reconnue. Elle travaille à la caisse d'un magasin discount dans un coin perdu. Elle avait l'air si échevelée. Quand je lui ai dit bonjour, elle avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse. Nous avons parlé 1 minute et elle avait l'air si incroyablement amère. Elle a blâmé Antoine. Elle a blâmé son père pour la faillite. Elle a blâmé les investisseurs.
Elle a blâmé littéralement tout le monde sur la planète Terre, sauf elle-même. Mon amie prit une gorgée de son café, secouant la tête. Elle est juste piégée dans son propre venin. L'argent de la famille est totalement parti. Son apparence s'est estompée à cause du stress. Et toutes ses amies mondaines riches l'ont laissé tomber comme une vieille chaussette. Tout ce qui lui reste, c'est le regret et la fureur. C'était honnêtement juste déprimant à regarder. J'ai écouté l'histoire en silence. C'est ainsi que son conte de fées s'est terminé. Non pas derrière de véritables barreaux de prison et non pas affamée dans les rues, mais une punition bien plus subtile et infiniment plus cruelle. Condamnée à vivre pour toujours à l'intérieur d'une prison de haute sécurité de haine qu'elle avait construite de ses propres mains. Elle avait obtenu exactement le monde qu'elle avait comploté. Et ce monde s'était effondré sur elle, la laissant avec absolument rien, pas même la capacité fondamentale de s'aimer elle-même. Cette nuit-là, après une longue et enrichissante journée de travail, Léa et moi nous sommes blottis sur le canapé de notre belle maison, feuilletant de vieux albums photos. Je lui ai montré des photos de moi de mes jours d'université. Des photos de moi riant hystériquement avec des filles de ma chambre. Une photo de moi tenant un trophée en plastique bon marché quand j'ai gagné ce concours de cuisine universitaire. Une photo de moi en toge et mortier, souriant avec un cœur plein d'espoir naïf. Regarde, maman était plutôt mignonne à l'époque, hein? Léa gloussa, pointant mes choix de mode douteux du début des années 2000. Je ris. J'étais magnifique. Merci beaucoup. Je fixais la photo brillante de ma jeune moi. Une fille naïve, trop confiante, qui n'avait absolument aucune idée à quel point le monde allait être brutalement vicieux avec elle. Mais en la regardant, je ne ressentais plus aucune tristesse. Je ressentais un immense sentiment de fierté. Cette jeune fille est allée à la guerre. Elle est tombée durement. Elle a été trahie. Elle a saigné. Et elle a été brisée en morceaux. Mais elle s'est relevée, s'est reconstituée, et est devenue infiniment plus forte, forgée dans le titane. J'avais enfin pardonné, non pas à Antoine, et certainement pas à Camille. J'avais pardonné le passé pour ma propre santé mentale. Je m'étais pardonné d'avoir été si aveuglément naïve. Ce pardon m'avait complètement libérée. Ma vengeance ultime n'a jamais été d'orchestrer leur chute. Ma vengeance ultime a été mon propre bonheur radical et sans vergogne. Une vie entière et magnifique que j'ai construite de mes propres mains nues. Brique par brique, j'ai serré Léa fortement dans mes bras, respirant la douce odeur de fraise de son shampoing. Dehors, par la fenêtre de notre salon, le ciel nocturne était clair et les étoiles commençaient à briller intensément contre l'obscurité. Une étoile en particulier semblait briller beaucoup plus fort que les autres. Il y a des années, je pointais une étoile comme celle-là et mentais à ma fille, lui disant que c'était là que vivait son père. Aujourd'hui, je n'avais plus à mentir. Je pouvais simplement appuyer ma main contre ma propre poitrine, juste au-dessus de mon cœur battant, et lui dire « Tout ce dont nous aurons jamais besoin est juste ici, ma chérie. » Ça a toujours été là. Et au milieu du son de nos rires joyeux résonnant à travers la chaleur de notre salon, je savais avec une certitude absolue que notre histoire n'était jamais une tragédie de vengeance. C'était un chef-d'œuvre de résurrection.